Alors, t'as toujours un circuit, tu sais. Pas dans la circulation. On a toujours un circuit. C'est elle qui fait Oh, Pétertou, il va là-bas. Là-bas quelque part. C'est ça que je voulais dire. Tu vois le bâtiment avec la cheminée là? Oui. Ouais. En avant, à gauche, t'as un espace. Alors ça se voit pas forcément sur la maquette, mais elle est également plus haute. Ah oui. 5 à 6 mètres de plus avant. Et elle a été réduite voilà, pour des soucis de conservation parce qu'elle risquait de tomber. Le musée du textile et de la vie sociale à Fourmi, qui se trouve également dans une ancienne usine du 19e siècle, une usine textile. Et vous avez deux plus petits musées, on va dire. Le musée des Bois Jolis à Fellery, qui est dans un moulin du XIIIe siècle. La maison du bocage à Saint-du-Nord, qui présente tout ce qui a trait au paysage de l'Avesnois, surtout au bocage, donc les productions agricoles, etc. Donc vous avez aujourd'hui, comme on a un milieu associatif équivalent à SBL en Belgique, vous avez des salariés de l'écomusée, dont je fais partie, et vous avez également des bénévoles. L'autre groupe sera avec... et il mériterait pas mal de restauration, dont la cheminée. Et là on va changer de... on va plus être ASBL mais EPCC, normalement dans l'année, donc un établissement public de culturel. Et on espère voilà, passer en musée national pour pouvoir décrocher des subventions et d'euros pour le restaurer. On ne fait plus tourner de toute façon, parce que de toute façon il est très énergivore et il est malheureusement dans un mauvais état. Alors ça c'est ce qui concerne la halle au four. Donc la halle au four, c'est-à-dire si on part de Cambrai, je ne sais pas si vous voyez à peu près c'est où Cambrai, jusqu'à Momigny en Belgique, à 5 minutes d'ici, on va compter à la fin du 19e siècle 56 verreries. Donc il y en a à peu près dans tous les villes et villages. À savoir qu'aujourd'hui, toutes ces verreries ont été détruites. La seule qu'on peut voir encore sur pied, c'est celle-ci. Alors, pourquoi tous ces verriers s'installent dans la région? Vous en doutez, hein, c'est les matières premières qui vont attirer. Alors c'est surtout les zones forestières avant tout, parce que, et ce depuis qu'on travaille le verre, hein, parce qu'avec les forêts, on a les carrières, parce que les poches de silice vont se trouver en dessous des forêts, généralement, et on a surtout le bois qui permet d'allumer les fours, parce que les fours fonctionnent au bois dans un premier temps. Alors très énergivore, hein, le four que je vais vous présenter tout à l'heure consomme 20 kg de bois pour chaque kilo de verre fondu. Donc c'est très grande consommation. D'ailleurs, M. Paya, la première chose qu'il fait en s'installant ici, il va demander au prince du territoire, le prince de Méroc, s'il peut déforester sa région. La réponse sera un non catégorique, c'est pour ça qu'on a encore nos belles fours aujourd'hui. Donc très vite, il va faire passer ses fours au charbon, avec un système de gazogène que je vous expliquerai tout à l'heure. Et grâce à la proximité des mines de charbon, notamment celle de Charleroi, qui n'est pas très loin d'ici, bien c'est pour ça que ces verreries vont pouvoir prospérer et s'agrandir tout au long du 19e siècle. C'est ce qui s'est passé avec cette verrerie-là, notamment
même la silice ne va pas venir du coin, très vite elles vont être épuisées ces carrières, donc ça viendra de Fontainebleau, la silice pour cette verrie. Alors Monsieur Paya, quand il s'installe à cet endroit, il rachète donc cette ferme, il en fait sa demeure, et à l'arrière, dans les écuries, il va revendre les chevaux et il va faire construire une première halofour. Une halofour, c'est l'endroit où on va trouver les fours de fusion. Donc avec un plus petit four, et il va commencer à fabriquer des bouteilles de champagne pour la veuve Clicquot, principalement. Il va décrocher, grâce à la proximité également de la Champagne-Ardenne, il va décrocher ce marché. Le problème de M. Paya, c'est qu'il n'est pas verrier du tout, hein. C'est juste un entrepreneur, il investit. Donc il va engager M. Collignon, un maître verrier, à travailler pour lui. M. Collignon désire être associé à M. Paya, alors que M. Paya, lui, désire créer une entreprise familiale. Donc ils partent déjà sur un désaccord qu'ils vont régler avec une solution très 19e siècle, on va dire. Ils vont marier les filles de M. Paya au fils de M. Collignon, et ça deviendra l'entreprise, voilà, Paya-Collignon, ou Clavon-Collignon, qui perdurera quand même jusqu'en 1914. C'est ces mêmes filles qui reprendront la direction de la verrerie à la moitié du 1856. Et ça va très bien marcher. Ça va être d'ailleurs une des premières verreries qui va engager les verriers de l'extérieur. C'est-à-dire que depuis qu'on travaille le verre, et c'est moins 2000 avant Jésus-Christ, moins 3000 même, les hommes ont inventé leurs premières écritures pour travailler déjà le verre. Ça a toujours été un métier tellement rare et tellement bien gardé qu'ils préféraient voilà, les anoblir, on va dire, pour qu'ils restent. À cette période-là, en 1820, ça commence à devenir un métier voilà, où on va former des personnes qui viennent de l'extérieur. Et c'est la première verrerie de la région qui a fait ça avec une verrerie à Fourmies, à Montplaisir. Et ils vont s'agrandir tout au long du 19e siècle en faisant construire une deuxième halofour, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le bâtiment bleu, en pierre bleue à l'arrière. Puis des bâtiments un peu annexes, comme ici un endroit de stockage, parce que le charbon, c'est 4 kg de charbon quand même pour chaque kilo de verre fondu, donc chaque semaine il y a des gros arrivages, voilà. Vous avez ce bâtiment-là, je l'ai vu tout à l'heure, la poterie, on va fabriquer certains éléments du four, donc des potiers y travaillent. Le bâtiment central, ça sera une forge, on va y fabriquer notamment tous les outils des verriers, les ciseaux, les fers, les cannes, etc. Et également des tourneurs sur bois qui vont fabriquer les moules qui sont en bois à l'époque, dans lesquels on va souffler ces bouteilles de champagne. Donc vous comprenez, il n'y a pas que des verriers qui travaillent dans une verrerie, il y a plein de corps de métier. À ça, là, on va rajouter les dames également, qui sont au contrôle qualité, on va dire, je vous expliquerai tout à l'heure. Et en 1896-96, on va fabriquer cette grande halle au four, le grand bâtiment avec le toit orange. Vraiment là, avec des fours vraiment très imposants. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, ils vont se rendre compte que, vous voyez, ça a été bâti à flanc de colline, que la verrerie glisse petit à petit. C'est pour ça qu'il y a des contreforts qui ont été bâtis. Vous les avez vus sur le parcours pour retenir le bâtiment. Qui se retrouve en bas. C'est pas un bâtiment qui a été réfléchi pour durer des siècles, quoi. D'où notre petit problème de restauration dont vous parlez tout à l'heure. Alors, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de venir avec moi et de découvrir cette halle four. On va s'arrêter devant le fond du 19e siècle. Et puis, je vais vous parler un petit peu de comment travailler les verriers, comment ils soufflaient ces bouteilles de champagne, et surtout, comment ça s'est terminé en 1914 avec la Première Guerre. Mais cette verrerie, je l'ai dit tout à l'heure, a fermé en 77. Il y a eu une deuxième période historique où elle a été rachetée avec une nouvelle production plus moderne. On l'appelait la verrerie noire en 19e siècle par rapport à la couleur de la bouteille de champagne. La couleur du verre qu'on utilise, que nous on appelle noir, parce que le verre noir n'existe pas. Malheureusement, moi j'ai pas de micro pour m'adresser à vous. Donc vous n'hésitez pas à vous rapprocher, je vais parler le plus fort possible, et surtout si vous avez des incompréhensions ou si vous entendez mal. Alors là c'est un four qui marche au gaz, donc à gaz et air propulsé. Mais avant c'était pas le cas parce que le foyer était en dessous. Donc il n'y avait pas vraiment de ce bruit-là de feu. Et c'est également un système de gazogène. Le gazogène, c'est une double combustion. En fait, on fait brûler du charbon de coque, on récupère les gaz qui sont émis de cette combustion et on repousse ces gaz. C'est ce qui permet d'atteindre la température de 1400 degrés. Température de fonte de la silice quand on la mélange à un fondant, parce que la silice seule, ça fond à 1800 degrés. Un fond comme ça ne peut pas monter à 1800. Donc c'est pour ça qu'il y a ce système de gazogène. Et également, on va mélanger à la silice de la soude. La soude, ça va permettre au sable de fondre à plus basse température.
Et on va rajouter un troisième ingrédient qui va stabiliser le verre, qui va lui donner son caractère inaltérable. Généralement, ça va être soit de la chaux, soit de la potasse. Chaux, potasse, on peut récupérer ça dans la cendre de bois. La chaux, on va l'avoir en carrière également dans la région. Et un dernier ingrédient qu'on va rajouter, on en parlait tout à l'heure, c'est pour avoir la couleur, ce verre noir. Alors, vous voyez que le verre à l'époque, il est un peu différent, le verre de bouteille aujourd'hui qui est un peu plus clair. Ça c'est donné grâce à du fer, l'oxyde de fer. En fait, les oxydes métalliques vont provoquer une réaction chimique avec la combustion et vont colorer le sable d'une certaine manière selon l'oxyde qu'on utilise. Là, l'oxyde de fer pour le verre noir, on peut avoir du cobalt pour le bleu, on peut avoir du cuivre pour le jaune, ou alors si on veut faire du verre rouge, c'est de l'or. C'est pour ça que le verre rouge coûte plus cher que les autres verres, il y a de l'or dans sa composition. Alors, ces ingrédients, on va les mélanger. Il y a même d'autres ingrédients qui viennent en compte. Vous voyez là-bas, il y a la recette du verre au début du XXe siècle. On peut voir le troisième en partant de la fin. Il y a l'arsenic également à l'époque. C'est dans la composition du verre qu'on utilise plus aujourd'hui. On peut également l'utiliser comme oxyde, l'oxyde de plomb. Et si on en met à partir de 23% dans la composition, c'est du cristal. Le cristal, c'est du verre avec 23% de plomb à l'intérieur. C'est le plomb qui lui donne sa brillance, sa transparence et la sonorité qu'on connaît au cristal. À savoir que les normes européennes aujourd'hui vont interdire le plomb. Donc si vous avez des services en cristal chez vous, il faut les garder, puisque le cristal n'existera plus, ne sera plus produit en Europe dans les prochaines années. Alors ces ingrédients de mélange, on va les mettre dans le four. Alors bien sûr, avant il faut allumer le four. Un four comme ça prend 30 jours pour l'allumer. 30 jours au total. Parce qu'on ne peut pas le mettre à 1400 degrés tout de suite. La pierre réfractaire viendrait se briser. Il faut éviter les chocs thermiques et monter très lentement en température. Le four que vous allez voir tout à l'heure avec le verrier prend une dizaine de jours pour être allumé. Et c'est le même nombre de jours pour l'éteindre. Donc là, c'est 30 jours pour l'éteindre. Donc une fois qu'il était allumé, absolument jamais éteint. Même en cas de réparation, c'est ce qu'on présente sur l'écran géant là-bas, on le fait avec le four allumé. Donc par exemple, les pots. Les pots, c'est ce qui contient le verre à l'intérieur du four. Alors ça, bien sûr, c'est une version miniature. Vous voyez la petite fenêtre là, on appelle ça un ouvreau. C'est par là qu'on va mettre la composition, mais également la recherche. Et on la retrouve ici. Il faut imaginer voilà, qu'il y a cette structure en mouvement incrustée dans le four et vous en avez tout le total incrusté dans ce four. Il y a toute place de travail. Ces pots-là, ils ont une délai de vie de 6 mois. Tous les 6 mois, il faut les changer. Pour les changer, il faut casser le mur, il faut sortir le pot, il faut en remettre un nouveau et remaçonner le mur. Tout ça à 1400 degrés. Là, on est à point de fond. Nous allons perdre 2 mois de production. Ce qui permet d'assurer une grosse production. Le premier verrier, c'est le chef de place, c'est lui qui va donner le rythme de travail. On l'appelle le cueilleur. Le cueilleur, pourquoi? Parce que c'est le terme technique pour aller chercher du verre. C'est cueillir le verre. Pour cueillir le verre, on va se servir d'une canne à souffler, qui est donc d'un mètre 52 mètres. Elle est creuse, bien sûr, on va pouvoir souffler à l'intérieur pour sculpter le verre de l'intérieur. Il y a une partie plus élargie qu'on appelle le mort. C'est sur le mort qu'on va recueillir le verre. Pour que le verre s'accroche bien, il faut qu'il soit chaud. Donc on va le préchauffer au préalable. Et quand il est bien chaud, il va tremper le mort dans la pâte de verre tout en tournant et en ramassant. Il va ramasser ce qu'on appelle une paraison. Une boule de verre. Alors d'1 kilo, une boule un peu plus grosse comme ça. Il le fait à l'œil, le 1 kg. Parce que s'il prend 1 kg de sang, on va souffler une bouteille dont la paroi sera trop épaisse. Et il moins de champagne à l'intérieur au verrier qu'on appelle le façonneur d'effectuer la rotation de la canne avec une seule main. Parce qu'une fois que le verre est sorti du four, on va toujours tourner la canne. Déjà parce que le verre est liquide, il a un peu la consistance du miel quand il est à 1100 degrés, donc il coule. Pour éviter qu'il coule, il faut tourner. Même après, quand il durcit, il faut toujours garder la paraison dans l'axe de la canne pour trouver un objet symétrique, tout simplement. Donc du coup, toujours la canne. Et le fait de la tourner d'une seule main libère la main droite du verrier pour manipuler différents outils. Et l'outil principal du graissonneur, c'est celui-ci. On appelle ça une maillotche. Maillotcher le verre, c'est lui donner une forme. Pour maillotcher le verre, il va tout simplement rouler le verre à l'intérieur de cette maillotche et ça va prendre cette forme-là. Aujourd'hui, vous allez voir, le verre tout à l'heure utilise des maillotches en papier. C'est un papier, c'est du journal. Un journal complet, plié, trempé dans l'eau. Il faut
et ça va permettre de façonner plus librement les objets. Alors que comme eux, ils faisaient toujours des bouteilles, il faut utiliser la même maillotche. Comme le papier, il faut la tremper dans l'eau. Alors c'est l'eau qui va absorber la chaleur, bien sûr le bois brûle un petit peu, on va recommander des maillotches toutes les 2 semaines à peu près. On donne du travail autour de survie. Il fait ça pourquoi? C'est pour pouvoir introduire l'apparaison dans le moule. Si la boule est en forme de boule, on va pincer le verre. Donc déjà que ça ressemble un peu à un tube. Une fois que c'est fait, il va donner la canne au 3e verrier qu'on appelle le souffleur. Le souffleur c'est facile, il va souffler, mais avant de souffler, il va d'abord percer le verre. Percer le verre, c'est introduire la première bulle d'air. Si vous voulez, le verre c'est comme un ballon de baudruche. Un ballon de baudruche, c'est dur à souffler dedans, mais une fois que l'air est à l'intérieur, ça devient plus facile. Et bien le verre c'est pareil. Si on soufflait comme ça tout de suite, il faudrait souffler très fort et à la fin de la journée, on n'en peut plus. Donc, et puis en plus, je ne vois pas la bulle. Si je souffle trop fort, il faut tout recommencer. Alors pour éviter ces deux choses, il va percer au pouce, c'est-à-dire qu'il va remplir la canne d'air et il va boucher avec le pouce. La canne est remplie d'air, plein de pression à l'intérieur, accentuée par la chaleur. L'air doit sortir avec la bouteille de champagne sculptée à l'intérieur. Vous pouvez remarquer qu'elles ont une forme un peu différente. À l'époque, elles ressemblent un peu à la bouteille de Dom Pérignon, avec un corps un peu plus large et un corps avec une petite estrade. Vous voyez que je suis un peu court. Et il va également, tout en soufflant, il va tourner l'apparaison. Ce qui va permettre au verre de ne pas imprimer les défauts du bois, notamment les traces ou alors la trace de fermeture. Qu'on retrouve aujourd'hui sur nos bouteilles de champagne. Aujourd'hui, c'est des machines qui soufflent. Le verre ne tourne pas, c'est soufflé fixe. À l'époque, on va tourner. Une fois que c'est terminé, alors il le sent dans son souffle, c'est l'expérience du verrier qui part, il va tapoter du pied, c'est le signal pour le petit gamin qui peut ouvrir le moule. Faire le moule, ils étaient âgés entre 8 et 12 ans. Alors à 12 ans, on est considéré comme un adulte. Ils avaient un tarif horaire privilégié, on va dire. Ils travaillaient que 10 heures par jour, ces enfants, au lieu de 15 heures pour les adultes. Et pas mal de difficultés quand même. Déjà, les lumières du four sont aveuglantes. Les fumées qu'on respire sont pas très bonnes. Mais la difficulté la plus dérangeante, on va dire, ça va être les changements de température. Quand le verre est un peu rouge, voilà, avec une canne, on enfonce délicatement le fond. Après, il faut faire le boulot. Mais là, il est collé à la canne à souffler. Donc, il va falloir retourner la bouteille. Pour ça, on va réaliser ce qu'on appelle le ponty. Vous allez le voir tout à l'heure avec nos verriers, c'est une étape assez délicate qui consiste à prendre une deuxième canne avec un petit morceau de verre au bout et venir coller cette canne sur le fond. Là, on va verser de l'eau avec une pince, ce qui va créer un choc thermique. Le verre va se briser, on va taper sur la canne à souffler, le verre va se casser à cet endroit, mais la bouteille ne tombera pas, car normalement collée à la canne à pousser, dans l'autre sens. On va pouvoir réchauffer cette partie-là, faire un apport de verre si on n'a pas assez, et avec une pince, former le couteau. Cette fois-ci, c'est terminé. Alors, les tensions. Si tout refroidit pas en même temps, les tensions vont se libérer, ça va tirer et ça éclate. Il faut que l'intérieur de la bouteille et la paroi extérieure refroidissent en même temps. Il y a le moins de tension possible. Donc pour ça, il faut un refroidissement très lent. Pour une bouteille comme ça, il faut compter 18 heures de refroidissement. Ah ouais, pour chaque minute de faire et Vous allez voir, nous les objets qu'on fabrique, on les recuit, nous on dit recuire, pendant 24 heures. Parce que nous on fait des presse-papiers remplis de verre, c'est pas soufflé, ça demande encore plus de temps de recuisson. On recuit tout 24 heures. Alors pour refroidir ces bouteilles, ils avaient ce qu'on appelle des arches de recuisson. Alors celle du 19e, elle est cachée par notre exposition temporaire là-bas. Donc je vais vous emmener, vous montrer celle du 20e siècle. C'est exactement le même moyen de fonctionnement, à part qu'elle est électrique, alors qu'au 19e, c'était une recuisson au feu de bois, qui donnait en plus une brillance à la bouteille de champagne appréciée par votre clico, mais sinon c'est la même technique. Donc on va se rejoindre juste devant là. Voilà, en fait on a des tapis roulants. Alors là je vais vous parler après de la production du 20e, qui avait plusieurs objets, donc du coup on a 2 tapis roulants. Mais à l'époque il n'y en avait qu'un. On va déposer les bouteilles à l'entrée à peu près à 500 degrés et elles vont avancer toutes seules, très lentement, très progressivement, et plus on avance, plus la température descend très progressivement.
De l'autre côté, on va trouver les dames à l'époque. Les dames, elles vont vérifier si les bouteilles sont bien faites. Si elles sont bien faites, on les envoie à la veuve Clicquot, qui va mettre le champagne, etc. Pas de champagne ici, que les bouteilles. Et les seules bouteilles qu'on avait, on les a vidées avant que vous arriviez parce qu'on nous avait prévenus. Par contre, si elles sont mal faites, alors il peut y avoir une multitude de défauts sur les bouteilles. Il peut y avoir des bulles dedans, il peut y avoir des torsions comme la bouteille que je vous ai montré là-bas. Et ça peut être fêlé, ça peut être cassé, il peut y avoir ce qu'on appelle des bouillons, c'est des morceaux de pierre réfractaire dedans. Si elle présente un de ces défauts, elle est décomptée du salaire des verriers parce qu'ils sont payés à la pièce à l'époque. Plus ils vont produire de bouteilles viables, mieux ils seront payés. C'est pour ça qu'ils assurent également une certaine cadence. Et surtout, on va les recycler. C'est-à-dire qu'on va les casser et les faire refondre avec la composition. Il y a deux avantages à recycler le verre. C'est que le verre, déjà, il est entièrement recyclable. C'est la seule matière, en tout cas à l'époque. Aujourd'hui, il y a l'aluminium également, mais bon. Qu'est-ce que je veux dire par entièrement recyclable? Une bouteille ou un flacon comme ça, vous pouvez le casser, le faire refondre à l'infini. Vous n'avez jamais de perte de quantité de matière, ni de qualité de matière. Ça sera toujours le même bon verre, coloré de la même façon. Il n'y a pas de surcuisson. Donc ça, c'est un premier intérêt, pas de perte de matière. Et le deuxième, c'est quand on mélange du verre cassé à la composition, on va consommer moins d'énergie. Ça va permettre au sable de fondre plus facilement. Donc, on réduit l'énergie à recycler le verre. Donc, il y a vraiment que des intérêts à le faire. Ils vont produire... Pardon? Oui, tout à fait. Oui. Alors, vous en Belgique, vous avez encore une autre politique. Nous en France, vous utilisez encore la consigne, par exemple, que nous on n'utilise plus. Et nous, le recyclage en France, il n'est pas si bien utilisé que ça. Ouais. Il est généralement, le verre, il est pilé en petits morceaux, mélangé à des dalles de béton ou de goudron, des trucs comme ça. C'est très rare qu'on refasse des bouteilles finalement. Alors, ce qui est compréhensible aussi, parce que quand vous recyclez de verre, vous devez être sûr que les verres que vous utilisez ont le même coefficient de dilatation. Sinon, c'est pas tenable. En Belgique, pas en France. En France, ils mettent, j'ai déjà vu même des gens mettre des ampoules dans la poubelle. Alors que c'est du verre borosilicaté, comme le Pyrex, quoi, si vous voulez. C'est pas du tout le même verre que le verre plat. Donc voilà, à défaut, ils cassent tout. Mais tout à fait, il y a cette histoire il y a plein de verres différents. Ouais. Nous, on ne recycle pas notre verre, on recycle le verre transparent quand on n'a pas mis de couleur, parce qu'on a qu'un four. Alors, ils vont fabriquer des bouteilles comme ça jusqu'en 1914. Avec la Première Guerre mondiale, la production va s'arrêter. Les verriers partent au front, souvent n'en reviennent pas. 1918, fin de la guerre. Alors, qu'est-ce qui se passe en 1918? En général, les autres verriers aux alentours vont reprendre leur activité. Mais pendant la guerre, ont eu le four détruit, généralement dynamité par les troupes allemandes. Les verreries dont le four a été détruit, l'État français va leur offrir des dédommagements de guerre. Et avec ces dédommagements, ils vont se moderniser. Car au XXe siècle, on ne mange plus vraiment de la même manière. Ici, ça n'a pas été le cas. Le four n'a pas été détruit. Les Allemands ne sont pas venus jusqu'à très loin. Peut-être un peu trop perdu. Stratégiquement, ce n'est peut-être pas intéressant. Alors, aujourd'hui, c'est un gros avantage parce que vous avez pu voir ce four Boessus, qui est quasiment unique en Europe, aussi vieux que ça. Par contre, à l'époque, c'est un inconvénient car pas de dédommagement. Et en fait, elle fait faillite à cause de ça, parce qu'elle n'est plus assez moderne et elle ferme. Mais en 1925, un nouveau patron, qui s'appelle M. Parent, va racheter toute la verrerie et va la moderniser avec ses propres fonds, en faisant installer des fours plus modernes comme celui-ci. Alors on dirait pas qu'il est plus moderne. Alors l'intérieur, c'est exactement le même produit. Vous avez un système de un four à et également, on va avoir un couleur pour la produit qu'on met à l'intérieur. Il va avoir des flacons de verre, bleu. Donc du coup, on va mettre des doubles pots pour pouvoir travailler différentes couleurs à la même place. Donc ça, c'est une première modernité, mais il y en a deux plus importantes. C'était du feu de bois. Alors, ce qui est plus difficile à contrôler la température au feu de bois. Électrique, bon, c'est plus facile. Alors, pour ce four,
Les deux différences, on peut les voir à l'œil en fait. La première, vous voyez qu'il n'a pas de cheminée ce fond. Contrairement à celui-ci, alors normalement, bien sûr, la cheminée, elle allait jusqu'en haut. Hein. Pareil, un petit conservation. Là, il n'y en a pas du tout parce que les fumées vont partir au sous-sol et elles vont même tourner dans les parois du four pendant qu'elles sont encore chaudes. Comme ça, grâce à la chaleur des fumées, on va consommer moins de charbon. On tombe à 1 kg de charbon pour chaque kilo de verre fondu. Ensuite, elles sont évacuées par la cheminée rouge, la grande cheminée que vous avez vue à l'extérieur. La deuxième grande modernité, eh bien, elle est au-dessus de nos têtes. Ce sont les tuyaux qui vont distribuer de l'air comprimé. Ce qui va permettre non plus de souffler à la bouche, mais de souffler avec des machines. Des machines qui ne fonctionnent pas toutes seules, pas comme aujourd'hui, hein, en 2018. Je parlais de la verrine Momini tout à l'heure, qui fabrique du flacon de parfum. À Momini, on peut fabriquer 1 million de flacons par jour. Mais bon, 400 tonnes qui coulent en continu, et les machines font absolument tout. En plus, elles peuvent travailler à la chaleur. Là, c'est un peu entre les deux. C'est du semi-automatique. Il faut 4 verriers à chaque machine pour qu'elle puisse fonctionner. Donc autant de main-d'œuvre qu'au 19e siècle. C'est juste que la production va être beaucoup plus rapide. Elle est plus rapide, pourquoi? Vous allez comprendre. On va retrouver les mêmes postes. Vous avez le cueilleur qui prend le verre et qui le coule directement dans la machine cette fois-ci. Donc un premier moule ébaucheur. Quand on va appuyer sur la pédale, le verre va être aspiré, transformé en tube avec une bulle d'air à l'intérieur. C'est ce que faisait le façonneur et le souffleur avec son perçage dans le pouce. On va reprendre l'apparaison grâce à un système de pince, hein, et on va la mettre cette fois-ci dans un moule finisseur dans lequel est sculpté le flacon de parfum. Hop, on met l'apparaison, on l'enferme et on va envoyer l'air comprimé. Alors, bien sûr, c'est terminé. On envoie l'air comprimé en quelques secondes, le flacon est soufflé, on le ressort. Vous voyez là, j'ai un petit exemple de flacon pour l'échantillon. Vous voyez l'intérêt de cette machine, c'est que c'est du soufflet fixe. Le verre ne tourne pas à l'intérieur, il ne bouge pas. Donc du coup, on a la couture, c'est la phrase de fermeture du moule. On a également les numéros de série, ou alors on peut mettre le nom du parfum en relief. On a également le pas de vis qui est incrusté dedans. Il n'y a pas besoin, comme la bouteille, rappelez-vous, il fallait faire le ponty, retourner, rapporter du verre, tout ça, ça n'existe plus. Une fois que c'est soufflé, c'est terminé, il n'y a plus qu'à le porter à l'arche de recuisson. C'est pour ça que c'est beaucoup plus rapide. Vous m'avez dit 2 minutes, 5 minutes pour une bouteille de champagne, ça c'est toutes les 10 secondes. C'est très rapide. Ça, 10 secondes. Les flacons un peu plus grands, on va mettre 2 minutes, 1 minute. Beaucoup plus productif. Ils vont fabriquer ces flacons de parfum jusqu'en 1977. En 1977, ça va fermer, alors pour plusieurs raisons. Tout d'abord, elle va faire faillite, cette verrerie, enfin M. Parent va faire faillite. Il a passé son cours au fioul dans les années 30, il raffinait son propre fioul et dans les années 70, il y a un crash pétrolier. Il va faire faillite, il ne va pas pouvoir réinvestir dans cette verrerie. En plus, les autres verreries vont passer en tout automatique et ça ne va pas être le cas, pas assez de place et pas assez d'argent pour faire ça ici. Ensuite, si on ajoute à ça l'utilisation du plastique qui va devenir de plus en plus courant, la délocalisation, etc., fait que cette verrerie va devenir obsolète et va fermer. Une des dernières de la Vénois qui est encore en marche. Quand même, 77 pour utiliser ces machines, c'est quand même assez exceptionnel. Tout allait être détruit. Mais en 1980, c'est le maire de la ville qui réagit très vite en rachetant le bâtiment et en créant un musée, en le louant à notre association, l'écomusée de la Vénois, qui depuis cette époque, voilà, le présentons en tant que patrimoine industriel, car comme vous le disiez, c'est déjà très rare de voir ce genre d'installation. Et un four Boëtius comme celui-ci, voilà, c'est quasiment unique. Donc ça, c'est notre première mission, c'est sauvegarder ce patrimoine. Et notre deuxième mission, c'est celle qu'on va aller découvrir tout de suite, c'est la transmission d'un savoir-faire. Parce que voilà, le métier de verrier artisan, verrier, totalement soufflé à la main ou façonné à la main, a failli disparaître quand ces machines sont arrivées. Mais grâce à des centres de formation comme le nôtre, ou certaines rares écoles, on en a 3 en France, 2 en Alsace-Lorraine et une à Moulins, dans l'Allier, dans le centre de la France, eh bien les verriers peuvent continuer à apprendre à manipuler le verre à la main. Chaque année, nous, par exemple, on reçoit des stagiaires de ces écoles, 2 à 3 par saison. Et voilà, ils viennent apprendre auprès de verriers plus expérimentés. Parce qu'un CAP, c'est 2 ans de formation. On n'est pas verrier en 2 ans. On dit qu'il faut une dizaine d'années pour devenir verrier. Donc forcément, ces étudiants doivent intégrer des ateliers comme le nôtre et apprendre auprès de verriers plus expérimentés, les différentes techniques de couleur, de sculpture, etc.
que nous faisons aussi. Même chacun d'entre vous, n'importe quel visiteur particulier, peut s'offrir une journée. Tout à fait, encore un petit peu. Il y avait des machines qui ont été installées autour, ils l'ont gardé parce que bon, il y a une architecture comme ça, c'était quand même important. Et le métal, c'est d'origine ou c'est... Oui, non, c'est d'origine, c'est parce que, oui, parce que quand vous allez allumer un four comme ça, 1400 degrés, l'air est dilaté à l'intérieur, il gonfle. Pour éviter qu'il éclate, on le maintient avec des structures Le métal est très utilisé. Vous voyez la charpente de type Eiffel également ici. Voilà, intéressant également au niveau architectural. Je vous présente Amy, qui est souffleur de verre. Et également le matériel, vous avez 4 fours ici. Vous avez le four principal, c'est le four de fusion. C'est dans lequel il y a le verre à l'intérieur. 180 kg à l'intérieur de verre. Là, vous avez un four réchauffeur. Pas de verre à l'intérieur. Juste pour réchauffer le verre. Quand on met de la couleur pour mélanger les deux verres. Pour éviter que le verre ne refroidisse trop. Ou alors un petit four derrière qui sert à préchauffer le matériel. Et là-bas les armoires grises qui sont nos tâches de recuisson. C'est là où on va refroidir les objets en verre. Alors je vais vous montrer une petite paraison de verre. Parce qu'il est très chaud, 1130 degrés. Et vous allez voir, il va refroidir et reprendre sa couleur transparente. Alors remarquez à quel point c'est malléable à cette température-là. Faire un petit peu du caramel. On va le manger. Mais vous voyez, il est transparent. Et surtout, il durcit très très vite. Quasi plus tiré dessus là. Il refroidit très très vite. Bon, ça ne veut pas dire qu'il est froid. C'est ça qui est dangereux avec le verre. Au bout d'un moment, on ne sait plus faire la différence entre un verre chaud et un verre froid. Alors, transparent, mais bien sûr, on va utiliser des couleurs. Ces couleurs, c'est du verre. C'est du verre déjà coloré, cassé en petits morceaux. La poudre va servir à faire une couleur bien homogène. Comme le verre ici. Les morceaux vont servir à faire des taches et des volutes. Et vous avez également des tubes, petites malottes. Ça va servir à faire des lignes et des spirales. Tout dépend le décor qu'on veut faire. Alors, avant qu'Amy souffle, je vais vous montrer également, on utilise 3 techniques de verre ici. Le verre soufflé, le verre plat, réalisation de presse-papier. On va créer un décor et ensuite l'enfermer dans une couche de verre transparent. Et le verre filé, c'est-à-dire il est sculpté directement tant qu'il est chaud. Donc ça, je vous montre un petit exemple et ensuite
toucher hein, par contre. Hein. C'est un chat méchant. Oui. Vous voyez, je dois parler tout à l'heure à la maillotche en papier. Ça c'est pas du journal, non pas du tout. C'est l'eau qui va absorber la chaleur, on ne sent pas du tout la chaleur à travers. Par contre, on va utiliser les autres outils, là c'est bon. Ça ne tâche pas le verre. Non. Non, parce que c'est du papier recyclé qui va se balancer. Alors là, vous voyez, elle a percé au pouce. Hein. Elle a rempli la cale d'air, elle a touché, il a plus d'air et de la Et là, c'est le premier collage, ensuite je vais rechercher de la matière. Parce que là, on ne peut pas faire grand chose, il n'y a pas de suffisamment fait. La deuxième couche de verre, hein,
ça va retravailler. Pour looker, on introduit les fers à l'intérieur et tout en tournant, eh bien, on écarte les fers, ce qui va permettre d'ouvrir et fabriquer le col. C'était un vase, c'était un bol, et après ça va être une assiette. Là c'est vraiment l'étape. Ah oui. Et si je retourne, ça c'est le bon. Et alors là vous profitez bien de la chaleur normalement. Oui, effectivement. Oui c'est chaud là. Hein. Ah oui, bah oui. Et comment ils savent la quantité de verre à prendre. Je suis venue les enfoncer avec un pic métallique et du coup la tâche s'est transformée en fleur entre guillemets. Et Les bulles qu'elle avait fait mixer. Oh non, c'est pas du tout, hein. C'est pas de la
Oh. On n'a pas le tapis. Moi, on fout du moment que les verres sont bien remplis. Moi plutôt les assiettes. Un saut, ça va aussi. D'accord, un bon petit corps, mais malgré tout, ça commence. Le soleil est vers là. Servir à quelqu'un, eh ben je le vois le servir. Il y a les chips. Les chips, ça existe encore? Moi, je fais jamais misère quand il fait les sacs ici. Ah, t'as fait beaucoup de temps. Non, moi je dis faux. Ah, ça c'est pas bien. Ah si, c'est bien. C'est magnifique, garçon. Allez. Attends, une minute. C'était des faux peut-être. Mais non, ce sont des faux. Une autre fois, il n'y aurait pas. Si tu as envie de te prendre l'intérieur noir et tout. Oui, quand je vois, parce qu'il y a une dame, elle dit dans le quartier, quand je vois votre truc pour partir dans cette voiture, je voudrais bien m'asseoir. Contemporaine du musée, vraiment plutôt sur les œuvres récentes, pour revenir sur les origines des verrières Saint-Patrick. Alors surtout durant la visite, si vous avez des questions sur une œuvre que je survole, n'hésitez pas à m'arrêter puisqu'il faudrait aller 2h30, 3h pour faire le tour complet du musée, donc surtout n'hésitez pas. Pareil, si vous souhaitez prendre des photos durant la visite, n'hésitez pas, c'est autorisé, du moment qu'il n'y a pas de flash, vous pouvez. Donc voilà, nous allons sur le bocage extérieur, de manière à ne pas rester enfermé dans la collection. Dans la salle principale, on a des œuvres qui sont exposées de manière permanente, et certaines d'entre elles
On a de la place alors que tout le monde puisse voir. Alors, par contre, on ne peut pas toucher les œuvres dans la collection, surtout celle-ci, puisque c'est l'œuvre la plus fragile du musée. Il va nous donner une sensation avec sa table. Vous avez l'impression plutôt d'un repas ancien, ou plutôt d'un repas récent. Ouais, très ancien. Très ancien. On a l'impression de quelque chose d'archéologique, datant par exemple de l'Antiquité au pays. Cette impression d'un événement, d'un repas qui a eu lieu, et les choses qui sont restées figées dans l'espace-temps. On peut parler d'un artiste à la fois verrier, archéologue, mais aussi cuisinier, puisqu'il a fait des tests au sucre près à poudre de verre pour cristalliser le repas qui a réellement eu lieu. On retrouve des restants de nourriture, vraiment un repas qui a été organisé à un ancien restaurant, à l'ancienne auberge Fleury, en face du musée, où ils ont imaginé la présence du créateur du musée, Louis Merriot. On imagine que ce couvert lui était destiné vraiment pour imaginer sa présence. La mort également, vraiment à l'interprétation. De la pâte à sel, c'est vrai aussi, ou du calcaire aussi, on a l'impression. Alors ici, nous avons deux parties en cristal. Uniquement la partie à droite, on a un jeu au niveau technique de l'artiste. Il a joué aussi sur la température de fusion qu'il a changé à l'habituel pour donner ce côté complètement opaque à sa création. La partie aussi, un autre effet trompe-l'œil, c'est sur la gauche, avec cette transparence et cette impression de pouvoir passer sa main à l'intérieur. Elle a été cassée en deux, vraiment le bloc, on le voit sur le côté avec la fissure, cassé en deux parties. En fonction des moments de la journée, vous allez voir les couleurs, la lumière qui va changer. Par exemple, ici on a un reflet bleu qui se crée plutôt sur la droite. À d'autres moments de la journée, on va être plutôt sur des teintes grises. Ça dépend vraiment des moments. L'extérieur aussi qui est très important au niveau de glaisé, ou uniquement l'épaisseur qui va permettre de jouer sur les couleurs. Uniquement l'épaisseur. Plus le verre va être fin, plus nous allons être sur du verre clair, et plus il va être épais, plus on va être sur du verre sombre. Vraiment tout cet effet de perception. D'autres vont créer leur bulle en ajoutant du bicarbonate de soude qui va éclater avec la fusion. Au niveau des bulles d'air, justement, on a un bon exemple aussi ici. C'est la tournade de l'ajuste d'Adèle ou de on donnait de l'argent pour pouvoir l'offrir au musée et l'offrir aux spectateurs. Donc on est vraiment sur une œuvre d'acquisition en 2011. Mais alors ici, la question qu'on peut se poser au final, c'est est-ce qu'il y a quelqu'un à l'intérieur de la robe au final. C'est lourd à porter. Celle-ci, on est sur 260 kg à peu près. Combien? La forme des seins, des genoux et également du mollet et du pied, si vous êtes situé. Il y a vraiment ce côté drapé. L'artiste parle justement d'opposition entre présence et absence. Elle parle de peau sociale. Puisqu'ici, seul le vêtement représente la personne, mais aussi de présence fantomatique, puisqu'on a vraiment l'impression de fantôme dans la robe. À votre avis, combien de temps il a fallu pour faire ça? Oh là, il a mis quelques On va parler au hasard en mois. Oh. En mois? Ah oui. 24. Mois. 6. 6 mois. Un petit peu plus. 7 mois. 9 mois. 8. Le temps de naissance. Le temps de naissance. Le temps de réalisation, le temps de refroidissement aussi de l'œuvre que l'artiste a dû remettre dans le four durant 3 mois. C'est fait par morceaux. Et alors justement au niveau technique,
on a une vraie personne qui a posé pour la robe. Je vous rassure, l'artiste n'a pas coulé le verre directement. Elle aurait très très chaud, on est sur 800 à 900 degrés. Donc la personne a posé l'artiste en fait coulé du, on le verra à l'étage de manière plus simple, a coulé du plâtre tout autour. Et ensuite le verre est venu brûler les matériaux à l'intérieur du plâtre pour remplacer, pour que le verre remplace les matériaux. Il a fallu ensuite... Oui, mais c'est pas... Alors ici, la coiffe sur le corps, sur le portrait, le soufflage. Très répandu d'ailleurs, il y a beaucoup de démonstrations qui demandent beaucoup de maîtrise et un temps au niveau du travail à l'air libre aussi. Une autre œuvre très intéressante juste à côté, je vous laisse regarder l'extérieur du personnage représenté, mais aussi son... Alors on retrouve ici Aleš Vašíček, que l'on a vu précédemment avec le monochrome bleu, ici tout en transparence, ici, qui n'avait pas connu de fermeture de four durant la période des deux guerres, ce qui leur a permis vraiment de s'avancer au niveau international. Alors ici par exemple on a une utilisation un petit peu des Occidents à la manière de la peinture, vraiment une impression de mélange de palettes de peinture. Complètement opaque, Libanski et Brichtova, l'œil de la pyramide et l'espace bleu juste à côté. Alors l'œil de la pyramide qui au final est un petit peu incurvé au niveau de la forme. Et donner ce côté un petit peu granulé. Je vous laisse regarder aussi un petit peu en arrière. Non, des effets visuels. Et à d'autres endroits, on a l'impression vraiment de douceur. Peut-être comme un... Peut-être que ça ne pas partir. On en a d'autres qui sont dangereuses. En fait, c'est vraiment du dark. Ah oui, en fait, on le voit pas. On le voit pas, là. Je vous laisse regarder un petit peu l'impression de traits de peinture verticaux. Lorsque l'on termine dans cette salle contemporaine, vous avez une autre œuvre de... Enfin, une dernière œuvre d'Anne Fockelman, sans titre. On peut lui trouver un titre. Je vous laisse imaginer un petit. On va attendre que tout le monde soit là. Il y en a qui... Oui, c'est les chutes de verre pour faire des trésors familiaux. Alors ici, un rageoir est sucrier sur la droite. Qu'est-ce qui vous marque ici d'un premier coup d'œil en regardant cette vitrine? Les couleurs très vives. On est entre 1802 et 1937. On ressent que les verriers étaient inspirés, mettaient une touche personnelle dans leur réalisation. Alors, par exemple, ici, le bleu, les verriers utilisés plus au drageoir, ici, c'est de l'oxyde d'uranium qui a été utilisé. Pour cette coupe, notamment ici, vous avez des petits effets de couleur. On pourrait y croire à de la peinture. En réalité, ce sont des morceaux de verre, des chutes de verre colorés récupérés pour faire vraiment le verre moucheté ici. Je m'excuse, mais j'ai oublié en quelle année... Prêter ou donner les bousillés, il a rencontré aussi les habitants pour ressortir vraiment ces trésors familiaux. Les verriers ne signaient pas spécialement leur réalisation. C'est pour ça qu'on estime durant la période des verriers, 1802-1937. Juste derrière, je ne vais surtout pas oublier le verre. Alors, plusieurs techniques, la technique de le soufflage en général, mais aussi la pâte pour ensuite tailler à froid, ce qui va permettre de ressortir ici les différentes couches. Le bleu ici, avec le blanc et le transparent dessous, on est sur la même idée ici en bas, multicouche, rouge, blanc et transparent dessous. Les parties en tout qui peuvent être enlevées, par exemple les parties sur le côté, ce qui montre le nombre d'étapes qu'il a fallu croiser, ont représenté dès l'Antiquité des membres pour soigner les maladies. Des pieds, des yeux, la passion du Christ, dans de l'eau distillée, avec les différents flotteurs éluviaux qui permettent ici de faire des équilibres. Alors, tout à l'heure on parlait des dates ici, on connaît Alexandre, on a appelé des glettes. Les glettes étaient utilisées à l'île de la près des villages.
Ici, dans cette vitrine, ce que l'on peut appeler, entre guillemets, les néo-bousillés, tous ces... Avec les fameuses mouillettes qui permettent d'objets décoratifs ou utilitaires à des fermetures de fours durant la période de guerre. Ouais.